Par You Know Why. Bonsoir et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. Les violences dans le cadre scolaire, un sujet malheureusement toujours d'actualité. On en parle dans quelques instants sur notre plateau avec notre invité. Prendre conscience de la planète sur laquelle on vit et surtout de l'urgence d'en prendre soin, c'est l'histoire d'Arthur, un album dont viendra nous parler son autrice en seconde partie d'émission. Dans son panorama cette semaine, Louisa Garottia vous parlera du Met Gala et de son thème, le dandysme noir. Mais tout de suite, place à l'actualité de l'éducation avec Louisa. Bonsoir Louisa. Bonsoir Virginie. On ouvre ce journal avec la Cour d'appel de Paris qui a autorisé le blocage de 4 sites pornographiques accessibles aux mineurs. Avec cette décision, dans 15 jours, les 4 sites seront bloqués par les fournisseurs d'accès à Internet tant qu'ils ne mettent pas un filtre permettant d'exclure un accès aux mineurs, a précisé l'association e-Enfance à l'AFP. Ce jeudi 17 octobre, plusieurs sites pornographiques extra-européens ont été bloqués pour cause l'absence de mesures afin de contrôler l'âge des utilisateurs. Cette décision fait suite aux alertes lancées par les associations La Voix de l'Enfant et e-Enfance. L'ARCOM précise que 2,3 millions de mineurs accèdent à ces sites chaque mois. Pour rappel, la loi sur les violences conjugales de 2020 précise que les sites pornographiques doivent contrôler leur accès et qu'il reste interdit aux mineurs, une déclaration de majorité n'étant pas suffisante. Concernant les sites hébergés dans l'Union européenne, la décision sera rendue par la Cour de justice de l'Union européenne. Et on poursuit avec un des ouvrages en compétition pour le prix Goncourt des lycéens qui fait polémique. Les associations de parents appellent à une grande vigilance. Une succession d'actes sexuels détaillés, de pratiques scatologiques et sadomasochistes, ainsi qu'un environnement incestuel permanent et banalisé. Voici ce qu'a dénoncé l'association SOS Éducation dans un courrier adressé au Premier ministre Michel Barnier et au ministre de l'Éducation nationale et de la Culture. Cet ouvrage qui fait polémique, c'est le roman Club des enfants perdus de Rebecca Ligieri. L'autrice reconnaît que son œuvre peut être dérangeante. Celle qui écrit des romans noirs n'écrit pas pour un public en particulier, mais compose une œuvre littéraire qui s'inspire des fantasmes et des utopies de la société contemporaine. Les lycéens ont 2 mois pour lire les 14 ouvrages sélectionnés. Ils seront entourés de leurs professeurs, pourront rencontrer les auteurs et d'autres lycéens durant cette période. Pour rappel, l'année dernière, les lycéens avaient attribué le prix Goncourt à Triste Tigre de Neige Sino, un roman basé sur l'histoire d'un viol. La décision leur appartient. Le ou la lauréate sera annoncée le jeudi 28 novembre à 13h en direct de Rennes. Concernant les lois sur la laïcité, la ministre de l'Éducation nationale, Anne Genetet, a affirmé que le nombre de signes religieux dans les écoles avait considérablement diminué. Les ports de signes ostensibles religieux ont diminué de façon drastique. C'est aussi le résultat de l'interdiction du port de l'abaya et du camis, qui était une bonne chose. Voici ce qu'a affirmé Anne Genetet hier dans Bonjour la matinale TF1. En cette rentrée, les pouvoirs publics comptent 110 cas contre 838. L'année dernière, un constat qui se justifie par les bonnes décision de Gabriel Attal, a affirmé la ministre. Interrogée sur la sécurité des professeurs, elle souligne, je cite, que la formation aux enjeux de la laïcité se déploie de plus en plus. Sur la seule année scolaire 2023-2024, ce sont 267 000 agents du ministère qui ont été formés. Voici ce qu'elle a rapporté à l'AFP. Pour rappel, une protection fonctionnelle est désormais attribuée aux professeurs qui seraient sous la menace. Anne Genetet souhaite également, je cite, modifier la loi afin que l'institution éducation nationale puisse déposer plainte pour son agent, toujours dans l'objectif d'assurer la protection aux professeurs. Et sur le volet des violences dans le cadre scolaire, on se rend dans les Hauts-de-Seine où un enfant de 5 ans menace élèves, professeurs et personnel de l'établissement. Tape les enfants et les adultes, lance des objets, y compris des chaises et des couteaux à la cantine, détruit du mobilier, dit des grossièretés, des menaces qu'un enfant de son âge ne devrait pas dire, fait des doigts d'honneur, pousse les autres enfants, force les filles à l'embrasser ou cherche à regarder leurs culottes et ne semble accepter aucune limite posée par l'adulte. Voici les propos rapportés par 2 associations de parents d'élèves au rectorat. D'après Le Parisien, ce petit garçon sème le chaos depuis son arrivée au sein de l'école maternelle de Chaville.
pays. Des mesures avaient déjà été prises, réduction du nombre d'élèves dans les classes, animateurs périscolaires, ATSEM à temps plein. Rien ne change. 3 plaintes ont été déposées auprès de la brigade de la protection de la famille. Les parents révèlent que leurs enfants vont de plus en plus mal et reproduisent le comportement du petit garçon. Anne Jeunetet avait précisé ne pas accepter la violence à l'école. En attendant, les parents demandent le renvoi du jeune garçon. La violence dans le cadre scolaire, ce sera justement l'objet de notre discussion dans quelques instants dans ce grand JT. On continue avec un voyage immersif à l'Atelier des Lumières à Paris qui propose une exposition dédiée à Astérix. Du 18 octobre au 5 janvier 2025, l'Atelier des Lumières dans le 11e arrondissement de Paris propose de se plonger dans l'univers d'Astérix. Mais regardons ce que ça donne dans cette vidéo postée sur leur compte Instagram. Et oui, les décors ont été recréés, les personnages prennent vie, Panoramix, Obélix, Jules César, les pyramides d'Égypte, tout y est. Vous pouvez désormais réserver vos places sur le site atelier-lumière.com. Et on termine ce journal à Évron, dans les Pays de la Loire, où le cinéma s'invite dans l'éducation des élèves. Dans le collège Paul Langevin, les élèves de 6e profitent de l'opération Collège au cinéma. Olivier Bonsergent, professeur de français, précise, je cite, que l'analyse du conte sera vue en français, le décor, le bruitage, la technique en art plastique. Les élèves seront également amenés à travailler l'anglais dans le sous-titrage. Professeurs de français, d'art plastique et documentalistes ont mis en place un travail pédagogique avec la réalisatrice Marine Kermarek afin d'accompagner les élèves dans la réalisation d'un conte. 10 journées de travail avant la projection lors des Reflets du cinéma britannique qui aura lieu en mars. Merci beaucoup Louisa. Des vidéos de professeurs violentant leurs élèves, des élèves qui agressent leurs professeurs ou d'autres élèves, tant de nouvelles que l'on reçoit trop régulièrement et qui forcément alertent, offusquent, choquent, sans pour autant être évidemment majoritaires. Alors quelles sont ces violences vécues aussi dans le cadre de l'école? Qu'est-ce que cela interroge dans les rapports scolaires, les rapports aussi parents-enfants et parents-profs? On en parle tout de suite avec notre invité. Pour parler de ces violences qu'on appelle ordinaires, je suis ravie d'accueillir Laurence Croix. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous, Laurence. Vous êtes psychanalyste, membre d'Espace Analytique. Vous êtes maîtresse également de conférences en psychopathologie et sciences de l'éducation à l'Université de Nanterre. Alors, si nous consacrons une partie de cette émission à ce sujet, c'est aussi suite à cette vidéo qui a choqué la France entière et qui a été virale, d'une enseignante qui a violenté, frappé un enfant, une petite fille en maternelle. Ça s'est passé à Paris dans le 15e. C'est aussi suite à la une du Nouvel Obs, cette une dont le titre, il me semble, c'est « Prof toxique, le tabou ». Alors, c'est en rien, évidemment, une manière de généraliser des comportements déviants de nos professeurs que l'on chérit tant ici et de jeter l'opprobre sur eux, mais c'est juste un sujet qui concerne l'éducation, un sujet qui revient souvent sur la table, le sujet des violences, quelles qu'elles soient. Et c'est pour ça que j'étais heureuse de pouvoir en discuter avec vous, Laurence Croix. Selon un baromètre de IFOP pour la Fondation pour l'enfance réalisé en mai 2022, 79% des parents d'enfants de moins de 10 ans reconnaissent avoir commis au moins une violence éducative ordinaire, comme le mettre au coin, par exemple, le priver de quelque chose ou encore crier très fort, et cela dans la semaine qui a précédé cette enquête. C'est-à-dire que c'est presque 80% des parents. Ça en dit quoi, Laurence Croix, sur la société ? Je crois que ça dit d'abord que c'est difficile d'éduquer un enfant et je crois aussi qu'il faut reconnaître, sans vouloir faire de scoop, que les parents, comme les enseignants, sont des êtres humains avec leurs limites et avec leur relation de pouvoir sur l'enfant. Et c'est peut-être là-dessus qu'on peut travailler.
Oui, justement, cette relation de pouvoir sur l'enfant, effectivement, c'est ce mot qui revient souvent, soit l'autorité, soit l'humiliation, des situations qui sont compliquées, effectivement, soit à gérer pour les enseignants, soit à comprendre aussi du point de vue des parents. J'aimerais qu'on parle évidemment de cette attaque donc, qui revient souvent, qui est celle de l'humiliation. On a lu, et les enquêtes l'ont prouvé, qu'il y a davantage de violences physiques à l'école primaire que de violences psychologiques après, à l'école, au collège, pardon. Alors, au-delà de dire qu'effectivement, dans les deux cas, c'est grave, bien entendu, comment interpréter cette situation ? Il faut se rendre compte que l'enfant, le petit enfant, on va dire de moins de 10 ans, immédiatement, on a tendance, par exemple, c'est qu'un exemple, à le tutoyer. Alors, moi aussi, je suis la première à tutoyer les enfants dans ma vie courante. Mais le simple fait de tutoyer un enfant, c'est tout de suite le mettre dans un rapport d'infériorité. C'est-à-dire qu'on tutoie soit des proches, des membres de la famille, en français en tout cas, et en France, soit des gens qui seraient subalternes ou qui seraient soumis ou qui seraient à la disposition de l'autorité de quelqu'un. Et ça dénote qu'on a immédiatement vis-à-vis d'un enfant un sentiment de supériorité, c'est-à-dire qu'on a peut-être du mal à le reconnaître comme un sujet, qui a été toute la bataille de Françoise Dolto, comme un sujet à part entière, c'est-à-dire quelqu'un qui pense, qui a ses défauts, ses qualités, ses comportements admissibles, pas admissibles, mais qu'on peut s'adresser à lui autrement que dans les comportements ou les dires de violence. Alors c'est effectivement le cas, Laurence Croix, au collège, car souvent les collégiens vous voient leur enseignant. En revanche, à l'école primaire, c'est le tutoiement qui est observé dans les deux sens, non ? Oui, alors c'était juste pour donner un exemple de ce rapport que nous entretenons forcément à l'enfant, quelles que soient les écoles, c'est-à-dire que il y a un rapport de supériorité et l'enseignant tout seul dans sa classe face à X élèves, forcément est dans un rapport de supériorité. Et alors, je distingue la supériorité de l'autorité, et de la répression d'ailleurs, mais la supériorité fait que l'autre, on est susceptible de pouvoir le traiter un peu comme on veut, et s'il n'y a pas des limites qui sont posées, c'est-à-dire ces limites, elles sont d'abord, il me semble, posées par reconnaître qu'il y a un autre en face de nous, et c'est pas toujours le cas, malheureusement. Oui, l'autre en tant que sujet, effectivement, vous avez mentionné Françoise Dolto, et d'ailleurs sa fille tout autant en parle aussi. C'est vrai que cette petit être qui est là pour apprendre finalement se retrouve en position, d'aller dire, inférieure, de verticalité. Est-ce que cette verticalité dont vous parlez, je le rappelle, vous êtes psychanalyste, Laurence Croix, cette verticalité, il faudrait la penser autrement justement dans l'enseignement pour ne pas peut-être aller vers certaines dérives qu'on a pu remarquer et qui sont encore une fois très, très peu fréquentes, mais qui existent quand même. Oui, je pense qu'il y a un travail à faire dans l'écoute de l'autre, en général dans notre société. Je crois qu'on s'écoute très peu entre adultes, d'enfants à adultes et d'adultes à enfants. Donc je pense qu'il y a un véritable travail d'écoute. Ça, c'est une première chose. Et puis, pouvoir se rendre compte qu'il y a des actes et des paroles qui vont déborder l'enseignant. Et je crois que ça peut arriver à n'importe quel enseignant. C'est-à-dire qu'avant de parler d'enseignants toxiques, je mets ce mot entre guillemets parce que j'ai du mal à l'utiliser en général, mais je sais qu'on l'entend beaucoup de nos jours. Avant de parler de ça, je voulais parler d'une violence ordinaire de chacun ou de chacune, c'est-à-dire que oui, des débordements peuvent exister dans les familles comme dans les classes, mais comment c'est repris après, comment c'est parlé entre collègues, comment on ose le dire ou pas à ses collègues, cet enfant m'a débordé, j'ai perdu mon contrôle, etc. Moi, j'ai vu une directrice d'école privée de grande renommée à Paris qui a giflé un enfant et qui n'en a même pas parlé aux parents. Les parents, au départ, n'ont pas voulu croire leur enfant, pensant qu'il a inventé cette histoire. Et puis, c'est quand les camarades de leur enfant lui ont dit si, elle l'a giflé, parce qu'il s'était amusé à jeter son manteau par-dessus une balustrade. Là, les parents donc, ont pris rendez-vous avec la directrice. Et devant l'enfant, on dit « Mais vous n'avez pas le droit de frapper notre enfant ». Et la directrice a répondu
mais vous osez remettre mon autorité en cause devant lui. Et alors, c'est amusant parce que justement, il n'y a plus d'autorité quand il y a des débordements, des transgressions. Il n'y a plus d'autorité qui tienne derrière ça. Ah oui, non, on est vraiment face à un acte de violence. Là, on n'est plus sur un domaine d'autorité. Enfin, on rappelle quand même qu'il y a une loi, hein, là-dessus. Absolument. Mais on entend cette directrice qui l'a pris comme une attaque à sa propre autorité. Donc, on voit bien comment cet univers scolaire leur appartient. Hein. Et pourquoi pas, moi je ne suis pas forcément ni pour ni contre l'intervention des parents dans la vie scolaire, etc. Pourquoi pas, l'école serait protégée justement de l'extérieur. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment la protéger. Mais il faut qu'au moins, entre collègues, on puisse se parler, au moins ça. Et puis parfois, ça demande un suivi quand on se rend compte que c'est toute une équipe éducative qui va trop loin dans les humiliations, dans les violences. Dans ces cas-là, on peut faire appel au rectorat et faire appel à une demande de supervision, de contrôle, de spécialistes, d'experts qui peuvent intervenir. Non pas forcément, il y a la sanction bien sûr qui doit avoir lieu en fonction des actes, mais déjà pour que les choses puissent se dire. Il me semble que c'est apaisant pour tout le monde, pour l'enfant d'abord, que la violence puisse se dire, éventuellement s'excuser, enfin demander des excuses. Et puis pour l'enfant c'est très important, pour la famille, mais surtout pour l'équipe pédagogique, pour les enseignants, parce que c'est pas facile d'être une enseignante qui craque. Moi j'en ai suivi beaucoup depuis maintenant 30 ans déjà, donc c'est pas facile d'être quelqu'un qui craque, qui a honte en plus de craquer, et puis c'est pas facile non plus de savoir qu'on a une collègue dans la classe d'à côté qui est susceptible de maltraiter les enfants. C'est aussi une difficulté aussi pour des enseignants que j'ai entendu. Donc, certaines, effectivement, pardon Laurence Croix, certaines ont la chance effectivement de pouvoir vous rencontrer, discuter, ou certains avec vous et d'être suivis, mais peu d'enseignants, malheureusement, ont cette chance-là, faute de moyens, faute de temps aussi. Est-ce qu'il y a des formations qui sont faites pour les enseignants du premier et second degré sur ces sujets-là, justement ? Pas vraiment à ma connaissance. Donc c'est vraiment tout le problème. Et je suis directrice de mémoire des masters, MEF, Master 2, donc des jeunes qui vont être enseignants l'année prochaine et qui sont déjà en responsabilité de classe à mi-temps. Et c'est vrai que tout ce qu'elles me disent, ces étudiantes, moi j'ai que des filles, ces étudiantes me disent tout en début d'année. Là, depuis septembre, je n'entends que ça. J'arrive pas à gérer ma classe. Elles sont jeunes, motivées, elles aiment ce métier, elles veulent le faire bien, mais on ne leur a pas appris à réagir face à une dizaine d'enfants sur 30 à l'école primaire ou en maternelle qui n'obéissent pas. C'est plus dur maintenant qu'il y a 20 ans, Laurence Croix ? Alors, qu'il y a 20 ans, je ne sais pas, mais qu'il y a 50 ans, peut-être, oui. Je pense qu'il y a 20 ans aussi, sans doute, mais c'était déjà difficile dans ce que j'entendais il y a 20 ans. Je crois qu'il y a une sensibilisation qui est mal faite, c'est-à-dire qu'on va vite culpabiliser. Et se sentir coupable, ça ne va pas aider à explorer qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là pour pas que ça se reproduise avec un autre enfant la semaine suivante ou l'année d'après. Il faut que... Oui, je crois qu'elles sont un peu débordées parce que on n'apprend plus vraiment, je ne voudrais pas me répéter, mais on n'apprend plus à s'intéresser à l'enfant. C'est-à-dire par rapport aux années 70, c'est pour ça que je disais il y a plutôt 50 ans, les années 70 où on essayait de comprendre l'enfant, on essayait de lui donner une place et toutes les pédagogies alternatives qui ont pu se mettre en place. Aujourd'hui, encore ce matin, j'ai une étudiante, voilà, c'est un exemple, qui m'écrit que son école lui a interdit de faire une étude de cas dans le cadre de son mémoire à l'université. C'est-à-dire que faire une étude de cas, c'est s'intéresser à un enfant parce que cet enfant-là lui pose des problèmes, elle ne sait pas comment gérer. Il a des étiquettes pathologiques qui sont posées sur lui qu'elle ne connaît pas parce qu'il n'y a pas de formation non plus en psychopathologie. Et donc là, je lui ai proposé d'appeler sa directrice d'école parce que c'est la première fois moi je rencontre ce problème.
Alors que faire une étude de cas, c'est s'intéresser à un enfant dans sa globalité, avec éventuellement des rapports médicaux, psychologiques, des discussions avec les parents, avec l'enfant d'abord. Et là, on lui a interdit de faire une étude de cas sur un enfant. C'est-à-dire qu'on ne veut plus s'intéresser à l'enfant pour ce qu'il est dans sa singularité, dans ses difficultés. On a l'impression l'argument, quel a été, excusez-moi pour faire des phrases qu'on comprenne bien, mais plus courtes, mais quel a été l'argument qui est exposé? Pourquoi ne pas s'intéresser à un enfant? Pourquoi refuser une étude du cas? Parce que on craint effectivement aussi la possibilité d'éventuelles suites judiciaires après. Il y a eu, dès le départ de la création de l'école obligatoire, immédiatement, après les lois Jules Ferry, quand tous les enfants sont arrivés sur les bancs de l'école au début du XXe siècle, forcément, tous les enfants ne se comportaient pas de la même façon au niveau de la discipline. Et il a été immédiatement décidé par une société libre de l'étude psychologique de l'enfant, la SLEP, en 1903, que ces enfants étaient des petits malades, par Binet et Simon, plus que des petits méchants. Et les traités de malades, c'est ce qu'on fait aujourd'hui encore. Un enfant est turbulent en classe, on va l'envoyer chez un médecin quelconque, pédiatre ou autre, et il va poser un diagnostic de type TDAH, etc. C'est-à-dire qu'on va immédiatement exclure sous prétexte de maladie, plutôt que de s'interroger, comme ils ont essayé de le faire, je pense, j'y étais pas, mais dans les années 70, plutôt de s'interroger, qu'est-ce qu'il a cet enfant, pourquoi il est insupportable, pourquoi il veut rien faire, pourquoi il est violent avec les autres, pourquoi il n'écoute pas la maîtresse. Là, on a l'impression qu'on a affaire plus qu'à des comportements, c'est-à-dire l'enfant est insupportable, donc on va agir selon des protocoles, des disciplinaires, purement disciplinaires, plutôt que de tenter de rétablir un dialogue avec cet enfant. Je dis pas que c'est toujours facile, hein, avec cet enfant, parfois c'est nécessaire d'en passer par la famille, mais rétablir un dialogue qui peut permettre à l'enfant d'une part de se sentir en sécurité, on s'intéresse à lui, ouais. Et d'autre part à l'enseignant d'avoir un objectif avec cet enfant plus que celui de ne pas le supporter à cause de son comportement. Rétablir un dialogue, vous l'avez dit, effectivement avec l'enfant, mais aussi la famille. Si je prends l'exemple aujourd'hui dans l'actualité de cet enfant de 5 ans qui terrorise sa classe, ses camarades, son école, qui amène même d'autres enfants à reproduire finalement par mimétisme certains gestes, certains actes, il y a eu plusieurs remontées qui ont été faites au rectorat et pour autant, eh bien, les familles, les enseignants se retrouvent complètement perdus. Il n'a que 5 ans cet enfant, on se doute bien qu'il n'est pas né mauvais ou méchant, qu'il doit avoir des soucis forcément autour de lui ou des choses qui l'amènent à se comporter comme ça. Comment on peut se retrouver dans une situation comme celle-ci ? Alors là, ça nous demanderait, je crois, un très grand débat. Moi, c'est l'objet de mes recherches depuis longtemps. D'abord, on peut se poser la question, comment se fait-il que des adultes se retrouvent terrorisés par un enfant de 5 ans ? Je trouve que là, je ne vais pas aujourd'hui, maintenant, développer des pistes, mais comment se fait-il que nous, les adultes, nous ne puissions pas savoir réagir face à un enfant de 5 ans, en dehors d'actes de violence qui sont complètement répréhensibles et on ne peut que s'en féliciter. Mais comment se fait-il que nous n'ayons plus les moyens de répondre quelque chose à cet enfant qui, manifestement, nous demande une réponse, nous demande de le positionner autrement. Et bon, voilà, ça c'est une première question. Ensuite, il faut regarder qu'au-delà de cet enfant particulier, quand mes étudiantes me parlent d'un tiers de leur classe qui est insupportable et que c'est encore plus dur dans les quartiers favorisés que dans les quartiers défavorisés, c'est ce qu'elles me disent encore depuis septembre cette année, hein. L'année dernière, j'étais en stage dans une école de quartier populaire. Finalement, c'était plus facile que là, dans une école très protégée au niveau social, etc. Les enfants ne savent plus obéir. Et donc là, il faut regarder aussi notre vie d'adulte, comment on vit, comment on se parle ou on ne se parle plus. Moi, j'ai une école juste à côté. Ils viennent de sortir, donc vous les entendez plus, mais donc je les entends régulièrement et je les vois à la sortie d'école. Et c'est tout à fait stupéfiant de voir des parents récupérer leurs enfants de l'école maternelle ou primaire avec leur téléphone portable à la main. Ils disent à peine bonjour à leur enfant et ils repartent sur leurs écrans. C'est-à-dire que comment l'enfant peut-il exister ou se sentir exister sans taper très fort et sans essayer de se faire entendre autrement ?
Je crois aussi qu'il faut l'image, en fait, ce qui participe à tout ça, l'image des réseaux sociaux, l'image des parents aussi, qui sont peut-être, effectivement, mais bon, c'était valable aussi avant, vous me direz, hein, mais pris dans une spirale infernale de cette vie compliquée, de cette période de pandémie de Covid, encore une fois, de ce que l'on vit aujourd'hui, de ce que l'on voit en permanence dans l'actualité, qui est assez terrible, évidemment. Est-ce que tout ça, ça participe aussi de ce désordre et de cette problématique d'écoute, finalement, de l'autre ? Ah, je pense que ça participe complètement, que l'école est poreuse, même si c'est un lieu qui tente de se protéger, qu'évidemment tous les problèmes de société entrent dans l'école. Et quand on entend beaucoup parler, comme cette semaine, d'abord de la violence sur des enseignants, jusqu'à des meurtres donc d'enseignants, on en parle de 2, il y en a eu 3, il y a eu Sandler aussi avant, mais quand on voit le nombre d'enseignants sous protection fonctionnelle, quand on voit le nombre d'enseignants menacés, exfiltrés de leurs établissements scolaires pour être promulgués dans d'autres rectorats, d'autres départements pour sauver leur vie. Je crois que les enfants le savent et ils le savent très vite. Alors selon leur âge, ils comprennent plus ou moins les choses et ils s'en font eux-mêmes un scénario. Hein, mais qu'on puisse attaquer les enseignants aujourd'hui, c'est entrer aussi dans l'esprit des enfants, avec tout le choc que ça peut produire, hein, puisqu'un enfant, a priori, en règle générale, d'abord admire l'adulte qui se charge de lui, et dans une relation a priori d'amour, hein, et que s'il est dans une relation de haine, de confrontation, voire de pulsions violentes plus ou moins graves, eh bien, c'est parce qu'il y a un autre lieu, un ailleurs qui le pousserait à ça, bien sûr. Il y a une proposition de loi qui a été faite par un sénateur communiste, je crois que c'est Ouzoulias, si ma mémoire est bonne, qui propose effectivement que la charge de la preuve soit inversée, c'est-à-dire qu'automatiquement, le professeur qui a été soit menacé, soit violenté, soit protégé de manière systématique et qu'après, évidemment, on puisse prouver, ou que l'État, l'administration, ait à prouver qu'il en ait besoin ou pas. Que pensez-vous ? Moi, je suis pas du tout juriste. Alors, j'oserais pas vraiment me prononcer là-dessus. Ce que je sais, c'est que l'institution républicaine, l'école, le ministère, les rectorats doivent défendre les enseignants, doivent défendre leurs enseignants, parce qu'on peut pas les laisser d'une façon isolée, comme ça se passe aujourd'hui, et comme ça se passe depuis un certain temps maintenant, hein, au moins depuis Samuel Paty, et peut-être même avant. Donc, je crois qu'il faut que l'institution soutienne ces enseignants, mais au niveau juridique propre, je n'oserais pas me prononcer. La preuve doit être faite à la charge de qui. Voilà, là j'avoue que je préfère me taire, je ne suis pas du tout experte en justice. Oui, non, je comprends tout à fait. C'est vrai que sur le plan tout simplement psychologique, et puis alors, si je peux me permettre, psychanalytique, mais c'est surtout sur l'idée effectivement de cette violence qui émane d'un côté, c'est-à-dire élèves vis-à-vis des professeurs, parents vis-à-vis des professeurs, et à l'inverse aussi, qu'on a vu, qui est beaucoup plus rare, encore une fois, je le répète, mais de certains professeurs, enseignants qui sont déviants, et on l'a vu encore une fois récemment, hein, il y a eu plusieurs faits qui ont été remontés. Cette violence générale, on a tendance à l'imputer vraiment à l'essor du numérique et des réseaux sociaux. J'aimerais, pardon, on l'a déjà évoqué, mais j'aimerais quand même un avis précis là-dessus. Est-ce que vous pensez, par exemple, qu'une proposition de loi qui interdise l'accès aux réseaux sociaux pour les enfants avant 15 ans serait judicieuse, par exemple ? Moi, je crois que ça serait bénéfique pour tout le monde et qu'on limite même si on pouvait les adultes, mais je pense pas qu'on le puisse. Vous savez, il y a des écoles dans la Silicon Valley, en Californie, aux États-Unis, les Waldorf Schools, qui ont interdit. Donc, ce sont des enfants qui sont les enfants des grandes directions des GAFA, des grands groupes, hein, Google, Apple, etc. Et donc, leurs enfants, ils les mettent dans des écoles extrêmement chères où aucun écran n'est autorisé, mais même à la maison. C'est-à-dire que ce sont des enfants qui ont le droit, si mes souvenirs sont bons, à un film par mois qui est choisi par l'école. Ils n'ont
jamais accès. Donc quand les parents inscrivent leurs enfants, il faut qu'ils s'engagent à ne laisser aucun écran accessible à l'enfant jour et nuit, 7 jours sur 7 et toute l'année. Et on voit des enfants qui se remettent à lire, à parler et à écrire. Et là, c'est un vrai bonheur au niveau, pour eux en tout cas. Donc il faut se rendre compte que les écrans, évidemment, moi je suis aussi prise par les écrans comme tout le monde. On apprend des choses sur Internet, on peut même apprendre des choses sur les réseaux sociaux. Donc pourquoi pas? Mais oui, je pense qu'il faut véritablement protéger les enfants et surtout de leurs propres réseaux sociaux. Je pense à TikTok en particulier, bien sûr, mais éventuellement d'autres qui leur mentent, qui les plongent dans des idéologies complètement dingues où les enfants ne savent plus ce qu'il faut faire, comment réagir, et ça peut rendre fou un petit peu tout le monde. Oui, allez-y. Ajouter tout à l'heure, j'ai parlé de la violence des profs d'une façon ordinaire, que nous sommes que des êtres humains. À côté de ça, il y a des profs, effectivement, qui ont des pathologies plus marquées, qui sont plus dangereux pour les enfants. On sait que c'est la première profession qui est hospitalisée en psychiatrie, en général plus pour dépression. Mais bien sûr qu'à l'école, comme ailleurs, il y a des enseignants qui sont dans des souffrances eux-mêmes psychologiques graves et qu'il faut, dans ces cas-là, les libérer de leur classe, ce qui leur fera le plus grand bien déjà à eux et aux élèves aussi. Et leur apporter donc un soutien aussi, un soutien psychologique, parce qu'on le sait, hein, on l'a suffisamment dit, et notamment sur ce plateau, que les enseignants vivent une période quand même très difficile. Les conditions de travail sont très lourdes, on le sait, on ne va pas tout énumérer, mais donc cette violence aussi qui participe à cela, est-ce qu'il faudrait un effort de la part du ministère aussi pour soutenir de manière psychologique, médicale aussi, les enseignants ? Absolument, moi je pense qu'il faut mettre des choses en place. Alors moi, les enseignants que j'ai, comme il n'y a pas d'outils aujourd'hui, il n'y a pas de fonds qui sont alloués pour ça, je leur conseille au moins une fois par semaine de manger ensemble une pizza ou leur sandwich ensemble et de parler des enfants et pas de leur week-end. C'est bien de parler de son week-end, hein, mais de parler des enfants et de parler de celui qu'on ne supporte pas et que immédiatement après en avoir parlé avec ses collègues, immédiatement on va plus le supporter. Surtout qu'on va entendre un autre collègue dire « Ah bah non, moi en gym ou en musique, ça se passe très bien, il est sympa, ce gamin. » Et du coup, ça va relativiser ces tensions qu'on peut avoir avec un enfant ou des enfants qu'on pense insupportables. Parce qu'à vrai dire, ce sont des enfants comme les autres. Ils sont plus insupportables avec telle ou telle personne. Donc c'est toujours adressé à quelqu'un. Le comportement dit indiscipliné ou insupportable, il est toujours adressé à quelqu'un. Les parents le disent, à la maison il est insupportable, mais avec sa grand-mère ou avec sa nounou, ça se passe bien. Donc il faut apprendre à relativiser, à prendre un petit peu de distance, ce qui va permettre d'établir d'autres types aussi de relations avec les enfants. Et ça, c'est très facilement possible de les mettre en place sans moyens particuliers. Après, je pense qu'il y a des écoles qui souffrent plus que d'autres et que là, en effet, comme vous le dites, il faudrait allouer des moyens supplémentaires. Merci beaucoup Laurence Roy d'avoir participé au Grand JT et d'être intervenue sur le sujet des violences qu'on appelle ordinaires, les violences éducatives ordinaires. Merci à vous. On va marquer une courte pause et on se retrouve tout de suite. Chaque matin dès 6h30, retrouvez Emmanuel Davidenkoff et son équipe dans La Quotidienne. En compagnie d'un invité fil rouge, il vous donne des clés de compréhension et des conseils pratiques en matière d'éducation et de parentalité. C'est important d'adopter des mesures hygiéno-diététiques, c'est important de savoir bien manger, de bien s'hydrater, d'avoir un bon sommeil. À partir de 9h, Patrice Boisfer prend le relais dans le MAG. Au cœur des territoires, la parole est donnée aux élus et aux élèves qui font bouger l'éducation partout en France. Je voyais pas énormément de jeunes, je ne me reconnaissais pas énormément dans les listes parce qu'il n'y avait pas de jeunes, il n'y avait pas de sportifs et je me suis dit pourquoi la politique ça touche que certaines personnes. À 12h30, School TV vous ouvre les portes de l'école du futur. Avec son équipe de chroniqueurs, Philippine Dolbeau met en lumière des acteurs engagés et des innovations pédagogiques
qui façonnent l'école de demain. L'usage qu'on peut faire d'un téléphone et celui d'un ordinateur est complètement différent. Sur l'ordinateur, on parle bien d'un usage pédagogique. Pour le cours, le téléphone, on aborde plutôt la question des réseaux sociaux et je ne pense pas que les enseignants prônent d'utiliser TikTok ou YouTube. Tous les soirs à 20h30, dans le grand JT de l'éducation, Virginie Guillaume fait le point sur l'actualité du jour. Politiques et acteurs de l'éducation se questionnent sur l'avenir de nos enfants à l'école. Le double objectif de tout ce que nous avons fait, qui est la boussole de toute l'action, c'était 2 objectifs que j'affichais toujours, c'est-à-dire 1, hausser le niveau général des enfants de France, deuxièmement, baisser les inégalités, donc rapprocher les plus défavorisés du reste du groupe et que tout cela monte, ce que j'appelle parfois niveler par le haut. Chaque samedi et chaque dimanche, Malika Ménard reçoit une personnalité qui raconte ses souvenirs d'écolier et dévoile sa vision de l'école d'aujourd'hui et de demain. L'amour devrait être enseigné à l'école, l'empathie devrait être enseignée à l'école, la vraie éducation civique, l'amour de l'autre, l'amour des plantes, le respect de l'environnement profond, l'alimentation vraie, ça devrait être enseigné à l'école. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Louise Broways. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'autrice de Arthur. Arthur, l'enfant qui a créé son jardin en permaculture aux éditions Attise. Cette bande dessinée, ce livre, on peut l'appeler comment ? Album jeunesse. Voilà, c'est l'album. A été fait en collaboration avec Cléo Cardozo, qui donc a illustré effectivement cet album. Alors, c'est inspiré d'une histoire vraie, Arthur. Soit je le raconte, soit c'est peut-être mieux que ce soit vous qui racontiez l'histoire, peut-être. Avec plaisir. Alors, je trouve que c'est toujours un peu chiant un auteur qui raconte l'histoire de son livre, mais je peux essayer de me projeter. Désolée pour la question, mais si vous voulez, on peut en parler sans raconter l'histoire. Ça va être plus compliqué pour ceux qui nous regardent de comprendre. Que dire sur Arthur ? Moi, il m'a énormément touchée parce que c'est un petit garçon de 7 ans qui fait son jardin, qui transforme la pelouse un peu monotone de ses parents en jardin hirsute et exubérant et plein de couleurs et plein d'animaux. Et ça m'a beaucoup touchée. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce qui lui passe par la tête et par le cœur à 7 ans pour mettre ça en place ? Et évidemment, il y a une autre couche derrière et qu'on peut peut-être dire. Pour faire un bon livre, en général, il faut parler de soi, enfin en tout cas de choses qu'on a vécues, je crois. Et moi, c'est aussi ce que j'ai vécu quand j'étais enfant. J'avais mon jardin. Donc l'histoire d'Arthur est venue vraiment résonner avec la mienne. Et oui, forcément, en résonance. Alors racontez-moi peut-être, si vous parlez de vous quand même, bien sûr on va y revenir à Arthur, mais vous, c'est même âge à peu près, c'est 5-7 ans, vers quel âge vous avez votre jardin et vous commencez justement à cultiver, ou en tout cas vous intéresser vraiment au jardinage? Alors moi, aux arbres, mes parents sont pépiniéristes, donc je suis vraiment née dans la pépinière, donc je pense que j'ai fait mes premiers pas entre un tilleul et un pommier, et après vraiment avoir un potager, ça commence, je pense, vers 4-5 ans, j'ai 3-4 mètres carrés dans le jardin, mais voilà, je suis encouragée par mes parents. Et là, Arthur, lui, il a l'idée tout seul. Ses parents ne sont pas du tout dans cette dynamique-là. C'est ça qui me touche aussi beaucoup avec lui. Comment vous découvrez cette histoire? Puisqu'encore une fois, c'est une histoire vraie. Qui vous en parle? Alors, quand on commence à en discuter avec l'éditrice, Amaya, de chez Attise, elle me dit, voilà, ce serait bien d'écrire une histoire vraie, ce que je trouvais très intéressant. Et je me suis dit, il faut que je trouve un petit garçon qui a fait son jardin. Ça ne doit pas être si difficile à l'heure d'Internet. Donc, j'ai tout simplement cherché sur les réseaux. J'ai même découvert qu'il avait lui-même écrit un livre, un mode d'emploi pour faire son jardin. Et je l'ai contacté comme ça. Il habite dans la banlieue de Bruxelles et je suis allée là-bas le rencontrer une journée. Comment il a réagi? Il a été vraiment authentiquement étonné, surpris de l'intérêt qu'il pouvait susciter, je crois. On a passé une journée très belle, très émouvante. J'ai pris énormément de notes. On était au milieu du jardin. Il y avait sa maman. Il y a une très belle relation entre Arthur et sa maman. J'en parle un peu dans le livre. Et il était... c'est un enfant très joyeux, très sensible, très intelligent. Et donc, c'était foisonnant. Ça partait dans tous les sens. Il avait plein de choses à me dire, à me raconter. Voilà, j'essayais
essayé de trouver les bonnes questions aussi pour lui. Aujourd'hui, il a 22 ans, hein, donc c'est un jeune homme. Mais voilà, j'ai essayé de l'inviter à revisiter ce qu'il avait vécu enfant. Vous êtes à peu près de la même génération. Vous vous êtes vu en lui? Ah non, pas du tout. Il a plutôt l'âge d'être mon fils. Hein. Moi, je vais avoir 40 ans. On dirait que vous êtes toute jeune. Voilà, peut-être que la permaculture et l'écriture, ça conserve un peu. Vous êtes gentille. Mais non, je me suis plutôt vue comme... alors oui, j'exagère un peu. Je suis de la génération entre sa maman et lui. Et ça m'a semblé plutôt très... Enfin, j'ai été vraiment pleine d'espoir, ce qui m'arrive pas tant que ça, souvent. Et en le rencontrant, parce que je me suis dit, peut-être que cette génération prend ces sujets plus au sérieux que nous. Quand vous dites peut-être, en fait, on a vu beaucoup d'enquêtes qui ont été faites, et notamment pendant la présidentielle, même législative. Le sujet de l'écologie était le sujet numéro 1 chez tous les jeunes, de manière générale, mais aussi chez les Français. Il y a une vraie conscience, a priori en tout cas, écologique qui s'opère, de l'environnement, et en tout cas d'en prendre soin. Et puis ce départ progressif aussi de tous les citadins vers justement les campagnes, la ruralité, retrouver finalement le lien avec la nature. Alors ça a été beaucoup raillé sur les réseaux, ou en tout cas mis de manière un peu rigolote, mais aussi vraiment cet amour, cette appétence aussi du retour vers la nature. Alors oui, il existe, il n'est pas aujourd'hui tellement représenté au gouvernement, mais il y a vraiment un amour, je pense, oui, de l'écologie. C'est un sujet qui intéresse, j'ai l'impression, de plus en plus de personnes et de plus en plus de jeunes gens. Mais on en parle beaucoup en termes d'action. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Et c'est ça que j'ai trouvé beau aussi avec Arthur, c'est que voilà, on parle des grands sujets, de l'écologie, de ce rapport au vivant qu'il va falloir changer, renouer. Mais qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Qu'est-ce que c'est notre quotidien? Qu'est-ce que c'est notre jardin ou notre absence de jardin? Et c'est ça qui m'a touchée aussi chez Arthur, c'est que c'est la vraie vie. C'est quoi avoir un jardin moche et voilà, et en faire quelque chose de beau avec les moyens du bord? C'est ça la permaculture aussi. Qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on a sous la main? Alors, les illustrations, les images sont absolument remarquables, tout autant que le texte, évidemment. J'aimerais savoir quel rôle, finalement, sans dévoiler, sans spoiler l'album, mais quel rôle le jardinage joue dans le développement d'Arthur, finalement, et de son parcours. Alors, je ne sais pas si lui, il en a conscience, mais peut-être que quand j'ai parlé de ça dans le livre, je parle aussi de ce qui m'est arrivé. Pour moi, le jardinage, comme la lecture, d'ailleurs, ça fait le lien aussi avec l'idée de lire ce livre, c'est des lieux de résistance et de culture de soi. Culture en tout cas de son jardin intérieur, et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est vraiment mûri, que Arthur est lui-même presque, il a une part en lui qui est pleine de fleurs et de végétales, et ça en fait un être vraiment magnifique et intéressant avec plein de facettes. Donc je le vois, enfin quand je pense à Arthur, moi je le vois au milieu de son jardin, et j'ai l'impression qu'il s'est fait pousser un peu lui-même, comme s'il était au milieu lui-même des capucines, des carottes, des betteraves, et il a aussi développé tout un réseau grâce à ça, en dehors de la Belgique, aussi grâce à Internet, mais avec des personnes qui ont des graines hallucinantes de betteraves ou des collections d'agrumes en Californie. Et ça, c'est assez beau, cette famille qu'il s'est inventée et au sein de laquelle il pousse. Arthur, l'enfant qui a créé son jardin en permaculture, donc c'est un enfant dont on, vous l'avez dit, effectivement, il sent que le climat change, que les humains ont abîmé une partie de la terre. Il décide effectivement de s'occuper de son jardin avec ses parents. Vous dites une relation extraordinaire avec sa mère aujourd'hui, mais j'imagine qu'elle était la même à l'époque. Et son vieux professeur de piano, surtout, c'est lui qui va l'initier au jardinage. Est-ce qu'on peut dire un mot, toujours pareil, sans dévoiler l'album, mais pour raconter ce lien qui est très fort? Alors c'est un homme qui s'appelle Marcel, c'est un très joli prénom, et c'est vrai quand Arthur m'en a parlé, j'ai été très émue de la place qu'avait eu Marcel dans son enfance, et je pense qu'on a tous eu ça, c'est-à-dire, enfin j'espère, c'est-à-dire des adultes qui ont compté pour nous, qui n'étaient pas nos parents, mais qui ont compté pour nous quand on était enfants, qui nous offraient un autre espace pour parler de ce qu'on ressentait, pour grandir, pour nous montrer autre chose que ce que nous proposaient nos parents. Et Arthur avait donc Marcel comme prof de piano, et je trouve ça assez beau aussi qu'assez vite ils se disent finalement le piano ne m'intéresse pas beaucoup, alors que c'est vers là que ses parents le dirigent. Mais par contre, ça m'intéresse beaucoup de savoir ce que Marcel fait dans cette serre, ce qu'il fait pousser, et il découvre comme ça la magie du jardin potager. La magie du jardin potager, la magie effectivement de la vie
mais de la vie qu'on ne connaît pas forcément en tant qu'humain, une vie, c'est-à-dire de ces légumes, de ces fruits, effectivement, de ces plantes, de cette verdure, de cet autre monde quelque part, qui est un peu loin finalement de nous, malheureusement, mais pas pour tous. Mais bien. C'est exactement ça. Emmanuel Sioka, c'est un auteur que j'aime beaucoup, qui a écrit des livres sur les plantes, et il dit toujours le règne végétal est très oublié. Déjà, le règne animal, on n'en parle pas assez. Il est caricaturé souvent dans les albums jeunesse, mais le règne végétal, comme vous dites, comment on le redécouvre, comment on l'aime, comment on le connaît, comment on arrive à nommer les arbres, les plantes, comment on arrive à aimer cette vie, comme vous la nommez, qui pousse autour de nous et qu'on ne connaît plus très bien. Et peut-être s'adapter plus effectivement à la nature que davantage demander à la nature de s'adapter à l'homme. C'est aussi le message, en tout cas, que j'ai reçu en lisant cet album. Et tant mieux, oui. C'est vrai que c'est aussi l'image d'Arthur poussant au milieu de ce jardin et changeant, se métamorphosant comme une chenille au milieu de ce jardin. Merci beaucoup Louise Brouwais d'être venue sur ce plateau. Vous avez donc écrit cet album avec Cléo Cardozo qui en a fait les illustrations. C'est aux éditions Attise, voilà l'enfant qui a créé son jardin en permaculture. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci. On va retrouver Louisa pour sa chronique. Louisa, dans votre chronique, vous nous parlez du Met Gala et de l'annonce de la thématique pour cette 53e édition qui aura lieu en mai prochain. La thématique qui n'est pas passée inaperçue. En effet, le Met Gala, créé en 1948, c'est le bal à thème organisé par la papesse de la mode. J'ai nommé Anna Wintour, la rédactrice en chef du magazine de mode Vogue US. Alors chaque année, au mois de mai, il a pour objectif de réunir des fonds pour le département costume du Metropolitan Museum of Art de New York. Alors la règle est simple, Anna Wintour, chaque année, annonce le thème des costumes, thème qui s'appuie sur une exposition du musée. Et cette année, c'est la surprise. Alors que jusque-là, glamour, rêve, m'as-tu vu était convoqué, l'édition 2025 vire politique avec pour thème la figure du dandy noir. Voici la photo que l'on a vue sur le compte Instagram de Vogue Magazine pour annoncer l'événement, où on y voit un homme américain dans les années 40-50. Thème loin d'être vide de sens et ça fait du bien, puisqu'Anna Wintour a décidé de faire la lumière sur un passage de l'histoire oubliée. Donc le dandysme noir, eh bien c'est, d'après ce que vous décrivez, évidemment au-delà d'un style vestimentaire, c'est une histoire politique, si je comprends bien. Exactement, et c'est même l'histoire avec un grand H tout court. Le choix du dandysme noir fut inspiré de Monica Lee Miller, professeure de littérature et des études culturelles afro-américaines et américaine, et plus précisément de son ouvrage paru en 2009, que l'on pourrait traduire en français par « Esclave de la mode, le dandysme noir et le style de l'identité diasporique noire ». Et comme vous le disiez Virginie, c'est une histoire politique qui se cache derrière cette thématique. Sur ces photos que l'on voit provenant de la vidéo du compte Instagram du musée, alors on peut voir Monica L. Miller, celle qui inspire à cette exposition, ainsi que des images d'archives des dandys noirs. Alors l'expression dandysme noir remonte au XVIIIe siècle, où les colonisateurs imposaient aux esclaves noirs de s'habiller élégamment ou comment objectifier les esclaves. Depuis, la tendance s'est inversée, ironie, provocation, revendication. Le dandysme noir a été réinventé pour retrouver les dandys d'aujourd'hui. Ils imposent leur propre style comme marqueur d'affirmation et d'émancipation. Et on pense notamment, Virginie, à la sapologie, issue exactement les sapeurs, la société des ambianceurs et des personnes élégantes. Alors ce thème du Met Gala n'est pas anodin, il est même essentiel car il met au devant de la scène les questions de représentation, d'identité et de la place des personnes noires dans la société. Mais ce thème provoque des polémiques. Complètement, on parle d'appropriation culturelle ou comment les célébrités blanches vont incarner, s'accaparer de ce thème du dandy noir. Voici ce qui fait débat. Pour rappel, d'après le sociologue Éric Fassin, l'appropriation culturelle, c'est lorsqu'un emprunt entre les cultures s'inscrit dans un contexte de domination. Comme on peut le voir sur ces images, on retrouve le chanteur Justin Bieber qui un jour portait des dreadlocks, Kim Kardashian des box braids qui sont des tresses africaines pour cheveux crépus et frisés, ou encore, vous savez, ce mouvement du blackface où on se peint le visage en noir. Tout ceci fait peur, car ce Met Gala est ici pour nourrir les consciences, éveiller les esprits, faire la lumière sur l'histoire et non pas faire un pas de côté. Bref, la mode est avant tout un moyen puissant de dénoncer, voire de provoquer la société. Alors, autre, effectivement, information importante, combien coûte une place à ce Met Gala ? Vous êtes intéressée, Virginie ? Écoutez, oui, forcément. Alors, si on prend les chiffres du New York Times en 2024, une place coûtait 60 000 €.
à une table et la table entière était à 320 000 €, ce qui a généré 22 millions d'euros pour le département costume. C'est une soirée caritative, évidemment, on le rappelle. On imagine que ce sera un casting sur mesure qui présidera cette cérémonie en mai prochain. Exactement, et on aimerait y assister. Je vous lis ce qu'a dit Pharrell Williams. Nous sommes les survivants de ce que sont peut-être les pires épreuves jamais subies par un groupe d'êtres humains. Et non seulement nous avons survécu, mais nous avons aussi porté la musique, la culture, la beauté et un langage universel à travers un océan et 4 siècles. C'est ce qu'a affirmé le directeur créatif de la maison, Louis Vuitton, lors de l'annonce de l'édition 2025 au musée. Alors, en plus de Pharrell Williams, parmi les coprésidents de la cérémonie, on compte le pilote de Formule 1, Lewis Hamilton, l'acteur Colman Domingo, le rappeur A$AP Rocky et j'ai nommé ni plus ni moins LeBron James, la star du basket, qui sera coprésident d'honneur. Alors, conclusion. Mode et politique égale prise de conscience, vecteur de changement vestimentaire, mais pas que, on peut même dire avant tout sociétal. Est-ce que vous avez prévu d'aller à New York l'année prochaine, Virginie ? Non, mais franchement, pour le coup, j'en rêve. Ça donne envie, ouais, parce que oui, ce thème me plaît beaucoup. Alors, l'exposition sur le dandysme noir aura lieu du 10 mai au 26 octobre prochain au Metropolitan Museum of Art. Et la dernière exposition sur la mode masculine remonte à 2003, s'intitulait « Homme en jupe ». Ça fait donc bien longtemps et on ne peut que penser faire un clin d'œil à Jules Koundé, le footballeur, qui n'a pas peur de monter les marches de Clairefontaine en jupe et en talons, parce que les modes et les codes de la masculinité bougent, bouleversent et questionnent. Mais en attendant, on a hâte de voir ce que cette édition 2025 nous réserve, à quel point elle bousculera l'histoire, ou plutôt fera la lumière sur un passage de l'histoire oubliée. Merci Louisa pour votre chronique que j'ai adorée. Tout de suite, on va retrouver le meilleur de School TV avec le Zap. Vous nous avez expliqué justement que l'intelligence artificielle, ça faisait partie de votre cœur de recherche et développement et du pôle chez Jocatop qui en a la charge. Est-ce que vous voyez aujourd'hui malgré tout des risques dans l'usage de l'intelligence artificielle dans votre secteur de l'édition scolaire, ou un risque que ce soit pour les élèves et les enseignants? Vous nous en avez parlé, vous avez été enseignant pendant 22 ans dans l'éducation nationale, puis directeur d'école. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est justement le point de vue que vous avez là-dessus. Par rapport aux enfants, parce que c'est quand même ça qu'il faut souligner pour commencer, par rapport aux enfants, il faut effectivement leur apprendre à avoir un esprit critique sur tout ce qu'ils lisent, tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils entendent. Ça semble fondamental par rapport à l'intelligence artificielle. Est-ce que ça, c'est le cas dans l'éducation aujourd'hui ? Je pense qu'il y a un petit décalage par rapport à l'enjeu. Je pense qu'on ne les incite pas assez à être critiques et à être même sceptiques. Parce que lorsqu'on voit des images où on peut faire parler Emmanuel Macron avec l'intelligence artificielle, lui faire dire à peu près n'importe quoi, ou Donald Trump, ou je ne sais qui, d'autres, je pense que c'est fondamental de douter. Et ça fait partie, de toute façon, de ce qu'on doit apprendre aux enfants à l'école. Lorsque j'étais enfant, moi je me souviens qu'on nous apprenait à douter, alors non pas de l'intelligence artificielle, mais des photos. J'ai des exemples en tête d'images, la guerre en ex-Yougoslavie, où on nous avait montré des images complètement fausses, sans le moindre doute à la télévision, au journal de 20h. Et je l'ai encore en mémoire, ça, et je le mets en rapport avec l'intelligence artificielle et les moyens technologiques qui sont ô combien plus importants aujourd'hui. Me dit que c'est encore plus fondamental d'éduquer les enfants à ce monde qui va leur mettre un petit peu des bâtons dans les roues au moment où ils vont devoir s'interroger, est-ce que c'est vrai ou pas vrai ? Parce qu'il est là l'enjeu. Donc pour les enfants, c'est fondamental de leur apprendre qu'il faut douter de ce qu'ils voient, de ce qu'ils lisent et de ce qu'ils entendent. Alors, le Conseil économique, social et environnemental de CESE juge important de diffuser, je le répète, de l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, et cela dans tous les milieux fréquentés par les jeunes. Vous tirez la sonnette d'alarme aujourd'hui, pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est une obligation qui date de la loi de 2001. En 2001, déjà, on se disait que tous les enfants devaient, à partir de 6 ans, avoir 3 séances par an. 3 séances par an. Ça semblait pas énorme. C'était pas énorme, et pourtant, on est en 2024, et seulement 15% des élèves ont eu au moins une séance par an. Seulement 15% des élèves. On pourrait se dire, bon, mais est-ce qu'ils en ont besoin ? Le problème, c'est qu'on voit qu'il y a une augmentation de toutes les MST.
On voit qu'il y a une diminution de l'usage des préservatifs, moins 10%, c'est les chiffres de fin août. Et on voit que la violence au sein des couples... Moins 10%, c'est-à-dire qu'on en a... Moins 10% d'usage des préservatifs. Donc c'est-à-dire que les jeunes utilisent de moins en moins les préservatifs dans leur rapport. Combien de jeunes sur... c'est 50%, même pas. Un jeune sur deux, aujourd'hui, en 2024 sur son dernier rapport, voilà. Et en plus de ça, on observe qu'une jeune femme sur 4 qui a entre 18 et 24 ans, donc post-scolarité, tout juste post-scolarité, a déjà été agressée sexuellement. Et un jeune homme sur 4, c'est-à-dire exactement le pendant, estime que quand une femme dit non, ça veut dire oui. Donc on se dit qu'il y a encore du chantier, qu'il y a un travail à faire. Sur la question notamment du consentement. C'est pour ça qu'on tire la sonnette d'alarme, il faut s'y lancer maintenant, il ne faut plus attendre. Il y a la question du désir ou du non-désir d'enfant. Oui. Et ça, vous l'interrogez beaucoup. Je ne sais pas si c'était le cas d'ailleurs il y a un demi-siècle, mais c'est une question qui a l'air assez omniprésente aujourd'hui. Comment se construit le désir d'enfant ? Oui, alors pour nous, c'était très important de commencer cet ouvrage par la question du choix. Alors, c'est un ouvrage de parentalité féministe, donc effectivement, notre angle est féministe, donc la question du choix, elle se posait, c'était une évidence en fait pour nous. Et puis, on voulait aussi visibiliser cette expérience du non-désir d'enfant, qui est toujours difficile à exprimer pour les femmes, notamment aujourd'hui. On parle aussi de manière plus technique de la stérilisation volontaire, par exemple, donc des actes qui sont toujours difficiles à faire aujourd'hui pour tout un tas de personnes qui le souhaitent. Donc effectivement, il y avait cette question aussi de se dire, mais en fait, la parentalité, ça part pas de l'expérience d'être parent. C'est aussi s'interroger avant sur son propre désir d'enfant ou pas, et éventuellement se dire qu'on n'a pas envie d'en avoir. Avec une pression qui reste très forte. Je cite le livre, « Toutes les femmes ont un jour entendu cette question, et l'enfant alors c'est pour quand ?» Elle est posée, poursuivez-vous, comme quelque chose de normal, une évidence, et elle est corrélée au fameux, et je mets des guillemets car ils sont dans le texte, instinct maternel. Oui, absolument. Ce sont des représentations très stéréotypées pour les femmes qui persistent toujours. Alors, on en parle de plus en plus, donc la parole s'ouvre, donc c'est un peu plus facile à déconstruire, mais c'est quand même toujours très lourd. Est-ce que vous avez des échanges, par exemple, avec le ministère de l'Éducation nationale sur ces sujets du numérique que vous portez aussi très bien chez Jokatop, sur ces sujets de philosophie d'éducation aussi, ou ça reste encore assez éloigné ? Non, on a des échanges réguliers, on fait partie de ce qu'on appelle la filière EdTech, comme énormément d'autres, parce que c'est une filière qui s'est développée notamment dans le cadre de ce qu'on appelle France 2030, qui a vraiment dopé, j'emploie ce mot vraiment positivement, qui a dopé la filière. Il y a énormément d'excellentes solutions pour faire classe ou pour la maison, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une innovation qui est tout à fait encourageante lorsqu'elle est remise en contexte. Et lorsqu'elle n'est pas décorrélée des nécessités de faire classe, d'apprendre aux enfants, de les mettre en confiance, d'être bienveillant. Vous voyez, toute cette philosophie, puisque j'ai employé ce mot, elle est pour moi absolument nécessaire. Et pour être tout à fait clair, ce n'est pas en donnant des coups de menton qu'on arrivera à restaurer ce climat de confiance dans l'école. Il y a clairement un manque de courage politique, peu importe les chiffres, parce que le constat, vous le connaissez par cœur, le CESE le connaît. Le gouvernement le connaît aussi. Il le connaît, des fois on se demande s'il le connaît vraiment bien, donc on fait ce travail aussi de pédagogie, parce que c'est le rôle du CESE que d'aller conseiller, expliquer au gouvernement et au Parlement ce qui se passe. Mais il y a une question de courage, effectivement. Moi je me félicite, on sait que la secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes a dit qu'elle voulait faire de ce sujet une de ses priorités, tant mieux. Il me semble que la ministre de l'Éducation nationale a commencé à dire que ce serait pour elle un sujet, tant mieux, et je pense qu'il faut qu'on les soutienne, c'est-à-dire qu'il faut qu'elles tiennent bon dans ce combat-là, qui n'est pas un combat contre les enfants, au contraire, c'est un combat pour les enfants. Je vais juste m'appuyer sur un autre chiffre, parce que les chiffres, c'est bien qu'on se les dise, c'est les chiffres de la Ciivise. La Ciivise, elle a enquêté pendant des années sur les agressions sexuelles faites aux enfants. Il n'y en a plus. Voilà. Il y en a encore une qui existe. Il y en a encore une qui existe, c'est plus la même, mais elle existe. Mais un des chiffres importants, c'est qu'on a appris qu'il y avait environ 160 000 enfants qui, par an, étaient victimes d'agressions sexuelles. C'est énorme. C'est 1, 2, voire 3 enfants en fonction de la taille des classes. Par classe. Et un des moyens de détecter et d'accompagner ces enfants, c'est de faire de l'EVARS, parce que c'est un espace où, tout d'un coup, l'enfant peut raconter et mettre des mots sur ce qu'il vit. Typiquement, ça va être des mots de « il m'a mis son en bas dans mon en bas ». De l'EVARS, éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Je vais aller un peu trop vite. Mais en faisant ces séances-là, en fait, c'est un moyen pour les enfants de mettre des mots de vocabulaire. C'est quoi mon en bas ? Elles ressemblent à quoi ces séances, justement ? Alors souvent, ça commence par « quelles sont les questions que vous vous posez ?»
C'est vraiment, c'est souvent la meilleure façon qu'on a de commencer une séance. Devant leurs camarades ? Alors souvent, c'est pas directement devant les camarades, ça va être des boîtes qu'on met la veille. On annonce la veille, on dit voilà, vous pourrez poser vos questions. Donc ils posent leurs questions à l'écrit, exactement. Ou alors on fait un petit jeu sur la question des stéréotypes et de ça va émerger une discussion et des questions sur le sujet. C'est quoi être une femme, c'est quoi être un homme ? On pose ces questions-là, c'est assez simple. Hein. On ne dit pas, on répond pas à la question. On les laisse réfléchir à la question et de ça, ça va faire émerger des questions et auxquelles on va apporter une réponse. L'enfant arrive et là, premier choc, j'allais dire, tout le tabou de l'après-accouchement, du postpartum. Alors on parle parfois de la dépression postpartum, ça c'est relativement documenté, mais même sans faire de dépression, il y a un tas de choses extrêmement désagréables qui arrivent aux femmes et là elles le découvrent en le vivant, on les a pas prévenus. Oui. Alors, c'est pas. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles c'est pas prévu et que en fait c'est la surprise, c'est que il y a une non-transmission aussi de femme à femme, de mère à fille par exemple, de cette expérience-là. C'est-à-dire que tu vas avoir mal, pour le dire très simplement. Voilà, mais c'est pas que avoir mal, c'est aussi on peut saigner longtemps, on peut avoir des difficultés pour l'allaitement. L'allaitement, c'est aussi une expérience qui peut être très difficile et très traumatisante pour beaucoup de femmes qui pensent qu'en fait, parce que le discours général c'est tu vas voir, on met l'enfant au sein et c'est facile. En fait, c'est pas comme ça. Pas forcément pour tout le monde. Donc il peut y avoir un manque de transmission, il peut y avoir aussi, je pense, un défaut d'information dans la sphère publique de manière générale. Et là, on voit quand même que ça arrive maintenant au niveau des sages-femmes. Il y a, par exemple, je pense au travail d'Anna Roy qui fait un travail phénoménal là-dessus pour vulgariser, mais de manière positive, mais pour qu'en fait ce discours-là passe, que non, c'est pas tout n'est pas facile en fait. Donc là, ça commence à sortir un peu. Mais effectivement, toute la période du postpartum, il y avait très très peu d'informations pour les femmes. Elles étaient très démunies et puis en plus, c'est une période où elles sont très seules. C'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui a réalisé cette émission. À la réalisation, donc Xavier Sanchez, au son Thibaut Goury-Lafont, le maquillage de Julie Ordner, Laura Girard m'a fait à la rédaction et puis Louisa qui est avec nous sur ce plateau, Louisa Garotière. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour le JT et la chronique. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. Un très bon week-end. Ciao.